Ce magnifique fossé est creusé dans la pierre et on peut le suivre sur 700 mètres. Il passe autour de cette colline. Korfmann pense que ce fossé était destiné à arrêter les chars ennemis et qu'il jouxtait le mur d'enceinte de la ville basse. Et les vestiges trouvés dans ce fossé dataient de la fin de l'âge de bronze. Ce qui veut dire que nous avons ici la limite sud. Et nous pouvons en déduire qu'il s'agissait d'une ville importante qui s'étendait par ici jusque par là-bas. Donc, je crois que nous sommes en présence d'une vaste ville que l'on s'est efforcé de défendre avec ce fossé. Une cité de la fin de l'âge de bronze venait donc d'être découverte. Korfmann pense qu'il s'agissait d'une grande ville de 4000 à 8000 habitants. Une découverte stupéfiante pour ce scientifique qui ne s'intéressait pas au mythe de la guerre de Troie. Les gens qui croient que la cité troyenne d'Homère a existé, c'est-à-dire une grande ville très peuplée, vont être heureux de cette découverte. La découverte de cette ville basse est cruciale. Et c'est merveilleux que Korfmann ait pu la repérer. C'est peut-être l'élément qui manquait pour pouvoir définitivement identifier le site en question comme étant celui de Troie. Au bout de 3000 ans, la Troie légendaire semblait enfin devenue une réalité. Il y avait apparemment des points de convergence entre le mythe et la vérité historique. Mais il manquait toujours la preuve que Troie avait été détruite par une armée ennemie, comme Homère l'avait écrit. Korfmann et son équipe se mirent à chercher des indices sur l'histoire de Troie à la fin de l'âge de bronze. Ils ne tardèrent pas à trouver des traces d'événements violents. Tout d'abord, des pointes de flèches, preuve qu'il y avait eu des combats dans la ville basse. Peu à peu, Korfmann reconstitua ce qui s'était passé. À l'évidence, il y a eu des incendies, des feux extrêmement destructeurs. Il y a aussi des squelettes. On a trouvé par exemple celui d'une jeune fille de 16 ou 17 ans, à moitié enterrée, et dont les pieds ont été brûlés. La moitié de sa dépouille était sous terre. C'est étrange que quelqu'un ait pu être enterré à la hâte dans un espace public, à l'intérieur de la ville. Nous avons trouvé également des pierres qui ont dû servir de projectiles. Korfmann pense que ces pierres avaient été entassées là par ceux qui défendaient Troie, puis abandonnées après leur défaite. D'où sa conclusion. C'est une ville qui a été assiégée, c'est une ville qui a été défendue, qui a cherché à se protéger. Ils ont perdu la guerre. Apparemment, ils ont été vaincus. Korfmann avait ainsi démontré que Troie avait été détruite au cours d'une bataille à la fin de l'âge de bronze, exactement comme le racontait la légende. En revanche, rien ne permettait à Korfmann de savoir qui étaient ses assaillants. Cette information allait venir d'ailleurs. Homère disait dans son récit que Troie avait été attaquée par une armée venue de Grèce, conduite par le roi de Mycène, Agamemnon. Toute cette période de l'histoire grecque s'appelle d'ailleurs l'époque mycénienne. Dans la légende, un millier de vaisseaux mycéniens prennent la mer jusqu'à Troie pour ramener Hélène.
Leur armée assiège la cité pendant 10 ans. Mais les Grecs étaient-ils capables de monter une expédition ensemble? Et aurait-elle pu être menée par un roi de Mycène tel qu'Agamemnon? Ces lionnes majestueuses gardent le palais de Mycène depuis 3000 ans. À la fin de l'âge de bronze, la Grèce était partagée entre plusieurs États indépendants et chaque souverain avait son propre palais. Cet énorme mur laisse à penser que cet édifice était un palais royal. Mais si l'on cherche une certaine cohérence avec le mythe, ce palais devait être le plus important de tous, celui qui appartenait au plus important des rois grecs, le palais de Mycène. Le professeur Spyros Iacovidis a passé une grande partie de sa carrière à faire des fouilles sur le site de Mycène. Il fait partie de l'équipe qui a établi un atlas la représentant telle qu'elle était à l'âge de bronze et montrant le réseau de routes qui la reliait au reste du pays. Voici la citadelle de Mycène. Ici, en noir, c'est une route moderne qui monte comme ça. Et voici les vestiges des anciennes routes, celles de Mycène. Il y a une autre route à cet endroit qui enjambe le lit de la rivière. Celle-ci fait un virage et va vers l'est. Il y a des routes qui partent dans toutes les directions. D'où Spyros Iacovidis déduit que Mycène tenait vraisemblablement une place centrale dans le monde grec de l'époque. Puisqu'elle était le centre de la civilisation mycénienne, on peut supposer que Mycène était également le centre politique des États mycéniens. Et c'était sans doute l'un des États les plus puissants. Donc elle a très bien pu se trouver au cœur de certaines décisions, notamment de diverses expéditions contre les villes des côtes de l'Asie mineure, comme la mobilisation contre Troie. Mais les Mycéniens étaient-ils pour autant les puissants guerriers décrits par Homère? Oui. On en a eu la preuve il y a plusieurs années en effectuant des fouilles au sein de la citadelle. C'est à cet endroit précis, dans le cercle des tombes situé à l'intérieur de la citadelle, que l'on a découvert la civilisation perdue de Mycène. Nous nous trouvons ici dans un vaste cercle de tombes, protégé par un enclos de pierre, avec le mur de soutènement de la grande rampe d'accès à Mycène, qui se trouve derrière nous. C'est ici que furent mises au jour les dépouilles des rois de Mycène. Les hommes portaient de grands masques funéraires en or et une splendide armure de cérémonie. Cette découverte fit sensation. Le monde moderne découvrait pour la première fois les visages des chefs de guerre mycéniens.